Bonjour. Là il est un peu tard, donc la lumière va pas être terrible et l'image sera un peu plus floue fatalement. Mais c'est pas grave, on a dit que on faisait l'impasse sur la qualité professionnelle des vidéos. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 décembre. On approche de la fin de l'année, progressivement, gentiment. Alors là, je suis toujours sur cette côte. C'est pour ça que ma respiration est forte, parce que je manque de souffle. C'est pas la grande... je suis pas un grand sportif, vous avez dû le remarquer. Oui, aujourd'hui, je regardais les commentaires et je regardais les commentaires des nouveaux abonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, en allant faire les courses. Et beaucoup tiennent à ce contact authentique. Vous verrez, plus nous sommes dans l'authenticité sur le plan virtuel, plus ce sera facile de se côtoyer dans la réalité. Quand il y a des phares, quand on masque en voulant procéder à une amélioration, je dirais, de la qualité d'image ou tout ça, ça perd de son authenticité fatalement. Quand on se rend compte dans la réalité, on est déçu. Tandis que là, en étant le plus naturel possible, en étant plus proche de ce que je suis, eh bien le jour où nous allons nous retrouver, vous verrez, il n'y aura quasiment pas de changement. C'est ce que m'a dit Martin quand il est venu chez moi, parce qu'il y a toujours ce côté, le youtubeur, on le voit, tout ça, puis quand on se retrouve face à lui, voilà, il y a toujours une petite appréhension. Est-ce qu'on va être déçu? Qu'est-ce qui nous... Tandis que là, je pense qu'en étant le plus tel que je suis, il faut que ça reste comme ça. Comme ça, il y a une forme de proximité qui peut se faire, je crois. En tous les cas, la proximité, elle est là, puisque depuis plus de 2 ans, des gens me suivent. Ah, ça c'est les chasseurs. Depuis plus de 2 ans, beaucoup de personnes me suivent et savent que... Ils ont appris à me connaître à travers les aléas de mes émotions, de mes sentiments, de mes humeurs aussi. Surtout ça, l'humeur est changeante fatalement. Et au gré des saisons également, au gré du climat. Donc je suis toujours fidèle à cette manière de faire, et aujourd'hui on va les donner à manger. Enfin, je ne sais pas si on va avoir le temps de beaucoup parler, parce qu'il y a du vent, vous allez avoir une mauvaise qualité acoustique. Et j'ai acheté des micros, hein, c'est encore pire. Donc ceux qui me disent qu'il faut mettre un micro avec une petite... c'est de la saloperie, il faut acheter des micros de grosse, très très bonne qualité, qui coûtent une fortune, si on veut avoir vraiment un son qui passe même avec le vent. Mais ça nécessite un investissement, et puis le téléphone, tout ça, n'a pas les... Après il faut acheter de GoPro, tout ça, on part dans des frais, on part dans les 600 000 euros, non, merci. Donc il y aura certainement des imperfections acoustiques, mais on va voir si on peut parler là-haut. J'ai des craintes parce que ça souffle là, on n'est pas encore en haut sur le plateau et ça souffle. Dans un premier temps, on va les donner à manger à qui? À Cadel. Parce qu'elle elle s'en fiche de ce que l'on dit. Elle, ce qu'elle veut, c'est remplir son ventre. Et donc on va certainement la voir débarquer. Là j'arrive près de la maison. Aussitôt qu'elle arrive, hop, je change la caméra. Oh, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. On va voir si elle arrive. Je coupe et je reviens. Voilà, donc on est reparti. Donc on approche, elle vit dans cette grange à côté là.
Elle vit dans cette grange. Et on va peut-être la voir surgir, étant donné que... Bon là, l'habitude, elle est quand même, elle se manifeste avant. Là, je sais pas ce qu'elle fait. C'est peut-être pas son heure, elle n'est pas habituée que j'arrive si tard. Bah non. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Cannelle. Elle est dans cette branche. Ah bah oui, ça y est. Oui, ça m'étonnait aussi. Hein? Elle est où, Cannelle? Hein? Bizarre. Elle est où? Bah, t'es où? Bah viens là. Bah oui. Elle est enfermée ou quoi? J'ai l'impression qu'elle est enfermée. Bah oui, viens là. Hein? Oh, pourtant, c'est en sortir de cette baraque. Puis j'ai pas les clés, j'ai rien. Mais oui, viens là. Ah là 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 là. T'es inquiet. Hein? Eh oui. C'est l'heure du repas. Comme d'hab. Allez, on remet ça. Ah là là, oh, puis elle est bien nettoyée sa gamelle, hein. Elle n'en perd pas une goutte. Hein. C'est tous les jours. Hein. C'est royal hein, en ce moment. Je ne sais même pas si sa maîtresse elle lui donne ça tous les jours, je suis pas sûr. Là elle est gâtée. Hein? Voilà, c'est parti. Bon, on a fait notre BA. Hein? On a fait notre BA. On va poursuivre notre conversation, comme je vous disais là-haut. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir ça. C'est parti, mon kiki. Allez, encore une petite montée à se faire. Oui, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Donc, ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible, le son. J'ai l'habitude maintenant. C'est comme ça, c'est la nature. Alors le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui de l'enfant unique. Pourquoi? Alors vous voyez, ça n'a rien à voir. Là on part sur une autre discussion, un autre type de développement. Bienvenue à tous ceux qui sont enfants uniques parce que je peux les comprendre étant donné que je suis moi-même fils unique. Et vous savez, alors il y a ceux qui ont des fratries mais qui ont été élevés comme des enfants uniques. Il y a des remariages, tout ça, donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se retrouver dans ce que je dis. L'enfant unique, c'est très particulier. C'est un statut familial qui a des avantages et des inconvénients. Quand on est enfant unique, on n'est pas comme né dans une famille avec des frères et des sœurs. On n'est pas fabriqué de la même manière. On n'a pas la même, je dirais, la même manière de fonctionner en communauté, dans la société, parce que l'enfant unique, c'est dès le départ une forme de cocon bien particulier au sein d'un couple. Et c'est une proximité en général, alors que alors on dit classiquement si c'est le fils plutôt la mère, la fille plutôt le père. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même une proximité en général avec un des deux parents. Et l'autre parent est un peu en compétition avec l'enfant unique. C'est ce qui parfois provoque des conflits. Donc c'est compliqué, c'est complexe à développer cette histoire de l'enfant unique. Mais c'est lourd à porter. C'est lourd à porter et il faut le savoir que les parents qui ont un seul enfant
il faut qu'il soit conscient que c'est lourd à porter. Il est préférable quand même d'en avoir 2 ou 3, je pense. Parce que, pourquoi c'est lourd à porter? Parce qu'au cours de la vie, on a comme seul interlocuteur les parents qui vieillissent. Et on n'a pas le frère ou la sœur qui peut-être devrait être là pour entendre des choses que les parents ne sont pas censés entendre. Alors ça, c'est quand il y a une bonne entente entre frères et sœurs. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de familles déchirées et beaucoup me diront, mais moi j'ai des frères et des sœurs, mais c'est comme si j'étais un enfant unique, parce qu'au sein de ma famille, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'écoute. Alors là, je sais que c'est assez courant. Autour de moi, j'ai des cas, effectivement, de familles, et parfois de familles nombreuses, qui malheureusement se sont éclatées et sont faits d'individus séparés et n'ont plus de relation entre frères et sœurs. Si ce n'est au moment du décès d'un des 2 parents, où à nouveau les relations sont rétablies, mais en général dans de mauvaises conditions et pour de mauvais motifs, puisqu'il s'agit de gérer la succession. Alors effectivement, en tant qu'enfant unique, je l'ai vécu avec ma mère, vous n'avez pas à gérer une succession. La succession, elle est pour vous. Et certains diront, mais c'est un avantage, parce que peut-être que ce que tu as eu de ta mère, tu aurais dû le partager avec ta sœur ou ton frère, ou tes plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et du coup, tu n'aurais pas ce capital que tu as aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce qui est mieux? Être seul, être donc le seul héritier, ou avoir une famille sur laquelle on peut compter quand ça va mal, quand vous avez des difficultés, quand l'autre va mal, vous pouvez être là aussi. Parce qu'il y a un lien, évidemment, qui est irremplaçable. Le lien du sang peut aussi, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être aussi un facteur d'union et de solidarité. Alors vous avez des moments où, dans la vie, des séquences où il est particulièrement difficile d'être un enfant unique. Alors déjà, il faut savoir qu'en tant qu'enfant unique, on est déjà d'une certaine manière assez pénalisé pour s'adapter à la vie sociale. Pourquoi? Parce qu'on est unique. Et donc un enfant qui naît dans une famille avec des frères et des sœurs va être habitué à la société, à vivre en société. Il va être habitué à partager, à s'organiser et à faire attention également aux autres. Sinon, dans la famille, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, les familles qui ne fonctionnent pas, c'est un peu à cause de ça, parce que chacun est dans l'individualisme et la bulle. Mais on va parler d'un cas général où une famille, tout se passe bien. Bon, bah, vous naissez dans une famille où il y a des frères et des sœurs. Il va falloir s'organiser. Il y a celui qui lave la vaisselle, il y a celui qui fait un peu le ménage, il y a celui qui... Et on s'échange les... On s'habitue à échanger les tâches ménagères, on partage les tâches. On a donc une disposition pour vivre en société beaucoup plus facile théoriquement que l'enfant unique qui, lui, est seul. Et souvent l'objet d'une forme de privilège, parce que les parents qui ont un seul enfant vont le privilégier. Ils vont avoir toute leur attention concentrée sur un seul individu, au lieu qu'il soit démultiplié ou départagé entre plusieurs individus. Donc il y a une forme d'attention particulière dont bénéficie l'enfant unique, mais en même temps il en bénéficie et aussi ça pèse. Ça pèse parce que parfois c'est trop d'affection peut-être, ou c'est trop. Vous voyez, il y a peut-être un déséquilibre affectif au niveau de ce que reçoit l'enfant unique. Je parle de situations normales, hein, je ne parle pas de cas particuliers où les parents sont désaxés, où il y a des violences, tout ça. Je parle d'une condition, je dirais, classique, normale. Alors, l'enfant unique, évidemment, ça va être l'enfant roi, ça va être l'enfant qu'on protège, ça va être l'enfant qu'on gâte, ça va être l'enfant qu'on pousse à faire des études, ça va être l'enfant sur qui tout va reposer, une forme de responsabilité. Et même le côté de succession, c'est-à-dire vous êtes censé, en tant qu'enfant unique, poursuivre la famille, poursuivre la descendance, avoir des descendants, et donc ça vous oblige à envisager d'avoir vous-même des enfants, tout ça, parce que si vous n'avez pas d'enfants, vous portez une responsabilité plus lourde par rapport à la continuité du nom de la famille, etc.
Là, donc vous devez... Donc c'est compliqué à gérer aussi. Si vous décidez de ne pas avoir d'enfants, si vous décidez de ne pas vous associer avec une femme ou un homme pour une femme et de fonder une famille, vos parents seront frustrés. Pourquoi ils seront frustrés? Parce qu'ils vont se comparer aux autres parents qui, eux, ont des enfants, des petits-enfants et tout ça. Et il arrivera un âge où ça sera marquant. Vous aurez vos parents qui, eux, n'ont pas la moyen d'avoir des petits-enfants pour exprimer leur amour, leur tendresse, leur affection. Et vous avez, ils ont des amis en général qui, eux, le font. Donc il y a une souffrance sous-jacente aussi chez les parents qui n'ont qu'un seul enfant, qui a décidé de ne pas poursuivre la procréation et poursuivre la destinée de la famille dans laquelle il était né. Donc il pèse plein de choses sur l'enfant unique, des questions qui ne le rendent pas libre, qui le rendent beaucoup plus responsable de quelque chose qui devient parfois très, très puissant. Et ça conduit évidemment des gens à prendre des enfants uniques, ça les conduit parfois par convention à choisir des solutions ou des voies qui ne sont pas forcément bonnes. Il faut suivre sa liberté, il faut choisir sa liberté. Mais choisir sa liberté quand on est enfant unique, c'est beaucoup plus difficile que quand on est au sein d'une famille où on acceptera éventuellement que si vous avez 2 frères et 3 sœurs, bon bah s'il y en a une qui devient bonne sœur, c'est pas un drame. Si vous en avez un qui devient curé, c'est pas un drame. Le reste, contraire, ça fera partie d'un schéma conventionnel qui existait autrefois, et on dira bah oui, celui-là il était destiné à rester célibataire à travers une vocation religieuse, et ça passe très bien. Mais si vous êtes seul, c'est une toute autre affaire, parce que là du coup vous coupez tout court à tout espoir des parents d'avoir une progéniture qui leur survive. Et je peux vous assurer que ça a conduit beaucoup d'enfants uniques à contrarier parfois leur nature et parfois à contrarier leurs envies par rapport à cette espèce de poids qui leur était imposé par le côté convention familiale. Ça, c'est un des aspects. Bon, ensuite, il y a la vie. Il y a la vie et les aléas de la vie. Si les parents ont un enfant et que cet enfant a un accident, est handicapé, pour une raison ou pour une autre disparaît, la perte d'un enfant, quand il n'y a pas de frères et de sœurs, bien entendu, est beaucoup plus lourde à porter. Quand vous avez qu'un seul enfant, quand vous perdez votre seul enfant unique, évidemment, c'est la catastrophe, c'est le summum de la douleur, c'est le summum de la souffrance, c'est le summum de la catastrophe. Quand vous avez évidemment des frères et des sœurs, qu'il y en a un qui part, c'est douloureux, mais il y a des compensations quand même derrière. Tandis que là, les parents qui ont un enfant unique qui la perdent, il n'y aura jamais de compensation. C'est le drame absolu. Ça, c'est un des aspects aussi. Et puis, en vieillissant, vous avez, on va monter là, puis le temps commence à se couvrir, commence à faire nuit, enfin pas encore, mais ça va arriver. Et puis vous avez la vieillesse des parents. Et là, alors là, je l'ai vécu, c'est-à-dire que tout sur vos épaules. Et donc et j'ai rencontré, alors là j'ai rencontré des enfants uniques, que ce soit femmes ou hommes, qui ont vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qui ont perdu un de leurs parents, mais que ce parent s'est dégradé physiquement, etc. Alors là, vous êtes tout seul à porter une forme de drame familial, parce que la perte des parents et la maladie est une épreuve, mais il n'y a que ceux qui passent par là qui peuvent le comprendre. Et vous êtes seul, c'est-à-dire que vous avez le soir, quand vous avez cette angoisse, quand vous avez l'angoisse du téléphone, pour vous annoncer que la situation ne s'améliore pas, ou que un de vos parents a énormément souffert, qu'il y a une grande... qu'il y a parfois il y a une forme de débâcle, les choses ne vont plus, il faut s'occuper de l'intendance, enfin plein de choses, s'occuper de résoudre des problèmes administratifs, ou s'occuper de résoudre des solutions médicales, etc., etc. Vous êtes seul. Vous n'avez pas ni un frère ni une sœur avec lequel vous pouvez discuter de la situation, partager avec elle et vous épancher un peu sur ce qui vous pèse. Il n'y a rien. Vous êtes seul. Parce que dans ces moments-là,
l'amitié, c'est pas pareil. Les amis ne sont pas près de vous. Les amis, au contraire, seraient même presque fuyants par rapport à vos souffrances, parce que la souffrance n'attire pas, évidemment. Donc, du coup, vous êtes seul et vous êtes enfant unique, vous vieillissez, et vos parents qui sont plus vieux, vous devez subir une forme de destin, en général un destin qui peut être macabre, puisque quand un de vos parents est atteint d'une maladie sérieuse et que ça dure et que ça dure et que ça dure avant le décès, alors là c'est votre chemin de croix. C'est tout simplement un chemin de croix. C'est-à-dire que vous êtes dévoué à vos parents et vous... alors ça je ne l'ai pas vraiment vécu parce que ça s'est passé pour moi autrement, étant donné que mon père s'occupait de ma mère et que j'ai pas eu besoin d'être à côté de ma mère. Je l'étais tous les jours avec le téléphone, la plaquette, tout ça, je la voyais tous les jours. Mais j'avais pas de contrainte vraiment physique d'être là, présent. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages parmi mes auditeurs de personnes qui ont accueilli chez eux leurs parents, un de leurs parents, et qui se sont occupés de les laver, de les soigner. Je dois dire qu'en général, ce sont plutôt les filles qui font ça que les garçons. Les filles sont mieux disposées pour s'occuper du corps de leurs parents que les garçons. Plus proche, une fille va être plus douée pour s'occuper de ses parents, faire la cuisine et tout, qu'un garçon. Alors ça, c'est le passage le plus difficile pour l'enfant unique. Et puis, il y a la mort. Et quand il y a la mort des parents, bah vous êtes seul, c'est fini. Vous êtes seul au monde. Et là, c'est encore une autre étape. Et certains le vivent très très mal, certains en souffrent terriblement. C'est la dépression, c'est le calvaire, c'est la chute totale. Et j'ai en mémoire une dame qui avait perdu ses deux parents comme ça, dont elle s'était occupée jusqu'au bout. Une femme qui avait été très dévouée avec ses parents. Le jour où elle a perdu ses deux parents, comme elle était restée célibataire, je parle de ceux qui restent célibataires, eh bien c'est très dur. Parce que vous avez des enfants uniques. Ceux qui ont une famille, c'est quand même plus facile. Ceux qui se sont mariés, qui ont construit une famille, qui ont des enfants, évidemment, ils auront toujours leur compagne ou leur compagnon pour être là le jour où les parents de l'enfant unique disparaîtront. Et donc ça compense, il y a une compensation. Mais vous avez parmi les enfants uniques, beaucoup, plus qu'on ne croit, d'enfants uniques qui demeurent célibataires. C'est-à-dire qu'ils rencontrent jamais, des garçons rencontrent jamais la femme de leur vie, et puis pour les femmes, ne rencontrent pas le mec qui leur convient. Et donc vous avez curieusement, ça peut s'expliquer, vous avez beaucoup d'enfants uniques qui malgré tout demeurent célibataires. Et c'est là où c'est très très dur parce qu'ils sont célibataires, ils n'ont pas de descendance et du coup ils se retrouvent seuls au monde le jour où leurs parents disparaissent. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas fondé de famille. Mais il y en a une quantité assez importante. D'ailleurs vous verrez dans les témoignages, parce que je suis sûr que cette vidéo va réveiller beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça et qui vont raconter leur histoire. Souvent quand sur mes vidéos je parle de ces questions-là, ça renvoie certaines personnes à leur propre histoire et elles ont besoin de parler de leur expérience, de parler d'elles pour extraire quelque chose qui est peut-être encore un peu enfoui. Et je trouve ça très positif d'exprimer, d'écrire effectivement ce qui nous est arrivé, parce que je sais que ça va réveiller des souvenirs chez certains, ou tout au moins ça va réveiller des gens qui vivent ça seuls, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ben, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que ce ne sont pas des questions évidemment qui font la une dans les journaux. Ce ne sont pas des questions qu'on évoque souvent, je ne sais pas pourquoi. Et puis sur les réseaux, alors vous ne trouverez pas ça. Quand on ne touche, vous ne trouverez pas, parce que c'est pas vendeur, c'est pas vendeur. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est ainsi qu'on avance, c'est-à-dire on aborde des sujets variés. Moi je les aborde avec ma propre expérience et aussi à travers les rencontres que j'ai pu faire. Et je voulais consacrer cette vidéo au statut de l'enfant unique en brossant un panel des situations dans lesquelles au cours de la vie
on est amené à se trouver. Et donc l'enfant unique, c'est un statut très important dans notre société occidentale. C'est-à-dire que dans notre société occidentale, où la démographie baisse, la natalité baisse, vous avez beaucoup de couples occidentaux, en tous les cas, qui n'ont eu qu'un seul enfant. Donc, nous avons autour de nous beaucoup d'enfants uniques, garçons ou filles. Parmi ces enfants uniques, chacun va faire sa vie. Certains vont se marier, d'autres vont rester avec leurs parents et d'autres vont s'épanouir à travers, peut-être même s'exiler parfois parce que ce sera trop fort. Certains sont même obligés, peut-être vont rompre avec leurs parents parce que la pression, je dirais, affective est très forte. Et donc chacun gère ça à sa manière. Il ne faut pas juger. Vous avez des enfants, ils vont s'éloigner des parents pour se protéger. Parce que parfois c'est trop dur. Vous avez des enfants qui, par contre, vont complètement créer une osmose avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils vont vivre avec leurs parents. Ils vont vivre en osmose avec leurs parents. Ils vont former un petit noyau très fort. Et donc vous aurez des enfants uniques qui, eux, vont au contraire vivre au quotidien avec leurs parents, jusqu'à la fin, jusqu'au drame, jusqu'à la chute. Parce que c'est la chute annoncée quand on vit en osmose comme ça dans l'intimité de ses parents. Le jour où les parents disparaissent, c'est le drame absolu, bien entendu, pour l'enfant qui reste. Parce qu'il y a eu un tel lien qui a été créé que le jour où il est rompu, c'est presque mission impossible de survivre à ça. Mais c'est possible, hein, mais c'est dur, très très dur. Par contre, celui qui aura anticipé, qui aura pris ses distances, le vivra mieux. Il sauve sa peau, qu'est-ce que vous voulez? L'enfant unique, je dirais, il faut qu'il sauve aussi sa peau. Sinon, il est englouti. Mais il peut être englouti par une forme de trop de protection, Ah, il y a la batterie qui est en train de faiblir. Je réponds, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'enfant unique, il doit sauver sa peau, parce que on est là pour survivre, on n'est pas là pour se laisser engloutir, on n'est pas là pour... il y a cet instinct de survie en nous qui nous oblige parfois à prendre des décisions qui sont contrariantes, même au niveau de la société, vous avez le jugement des autres aussi, les gens qui vous jugent, qui ne comprennent pas. Il n'y a que les enfants uniques qui peuvent comprendre. Oh là, il y a du vent. Il n'y a que les enfants uniques qui peuvent comprendre ce que je dis, parce qu'ils savent tout ça. On sait quand on est enfant unique. On connaît tout ça. Donc c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on va pas reprocher à nos parents. Vous savez, il se trouve que économiquement, c'est pas facile d'avoir plusieurs enfants. Et puis ça dépend des métiers des parents. Vous avez des métiers où les gens peuvent avoir du temps de libre et d'autres où les gens n'ont pas beaucoup de temps de libre. Il y a le facteur économique et puis il y a le facteur santé. Moi je sais que ma mère ne pouvait pas avoir un deuxième enfant. Donc c'est pas de sa faute. Et parce que l'accouchement avait été difficile. Donc vous avez des femmes qui peuvent accoucher d'un enfant, mais ne peuvent pas accoucher de 2 enfants, c'est trop dur. Donc il n'y a pas non plus de responsabilité. Ce ne sont que des conséquences de situations qui s'imposent, mais dont il faut avoir conscience. Je pense que le fait d'en parler, d'ouvrir les yeux sur cette question-là, c'est important, je crois. Parce que dans notre société occidentale, il y a beaucoup d'enfants uniques. On n'est pas dans les pays d'Afrique où il y a 10 enfants par famille. On n'est pas du tout d'une société orientale où il y a énormément des grandes familles et énormément d'enfants. L'homme occidental a réduit sa procréation. Donc il s'est concentré sur 1 ou 2 enfants la plupart du temps, voire un 3e. Mais voilà. Et donc on se retrouve avec une société où il y a beaucoup d'enfants uniques qui doivent gérer ce dont je vous ai parlé. Moi, personnellement, le jour où j'ai annoncé à mes parents que je voulais être prêtre, ça a été un choc, effectivement. Vous savez pourquoi. Et ça m'avait marqué, mais franchement, j'ai toujours mené ma vie par rapport à moi, mes envies, ma liberté. J'ai toujours tenu compte des circonstances, mais j'ai pas sacrifié ma vie. J'ai toujours choisi ce qui me convenait, en dehors même des catégories dans lesquelles parfois les parents aimeraient vous enfermer. J'ai choisi en toute liberté ma vie. J'ai voulu être prêtre, je suis allé au séminaire et tout ça. Et tant pire si j'avais pas d'enfant, c'était mon choix et c'était ma liberté. Et ça, c'est très important.
très très important, je parle pour les jeunes qui sont enfants uniques, c'est très important, même si c'est douloureux, même si ça passe par des crises, même si les parents ne comprennent pas toujours, c'est important de naître libre et de vivre libre et de ne pas vivre en fonction des parents. Parce que le problème des enfants uniques, c'est qu'il y a une forte projection des parents sur eux. Et ils doivent se débarrasser de cette projection pour eux se réaliser tels qu'ils sont, tels qu'ils le veulent. Ça, c'est important. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire à propos de l'enfant unique, du fils unique, de la fille unique. Et il me semble qu'il fallait en parler, surtout que nous vivons Noël et il faut savoir que, en tous les cas dans la tradition, même si beaucoup spéculent sur la Vierge Marie, les frères ou sœurs de Jésus, je reste moi sur, même si on considère que c'est un mythe, moi je reste de toute façon attaché à l'image traditionnelle de la Sainte Famille, c'est-à-dire vous avez Joseph, vous avez la Vierge Marie et vous avez Jésus qui, selon la tradition, est un enfant unique. Vous voyez que c'est aussi un rôle respectable, un rôle important, et je vous ai parlé des aspects un peu difficiles et douloureux de se retrouver seul, et qu'effectivement il est plus facile d'avoir des frères et des sœurs normalement quand on est dans une famille qui s'aime, mais il faut savoir que on a un schéma qui est le schéma christique, où le Fils de Dieu, Jésus, est le Fils unique au sein d'une famille, et qu'il a donc en quelque sorte réalisé ce que d'autres n'auraient pas réalisé dans la situation où il était, c'est-à-dire une forme de destin qui peut-être aussi n'est pas sans rapport avec le fait qu'il soit le fils unique de la Vierge Marie et de Joseph. Voilà. Et ça, c'est, je dirais, sur le plan spirituel, peut-être qu'il y a aussi une forme une spécialité, un principe peut-être même ésotérique, qui est caché là derrière cette idée de l'enfant unique. Mais ça, c'est une porte que je ne vais pas ouvrir ce soir, parce que vous voyez, le jour est en train de s'éteindre et de laisser place à la nuit qui va nous envelopper, qui va nous emmener évidemment vers une forme d'autre, on bascule toujours du jour au la nuit, on bascule toujours dans une autre ambiance, je dirais. Voilà. Bonne soirée, je télécharge la vidéo et j'espère qu'elle sera diffusée ce soir. À bientôt.